RMC, After Coupe du Monde des clubs. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde des clubs à écouter sur toutes les plateformes, à regarder sur la nouvelle chaîne After Télé. RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde des clubs. On vous présente les 32 équipes participantes à l'édition 2025, la première édition d'ailleurs avec 32 équipes. Dans cet épisode, on part à la découverte d'Urawa Red Diamonds, le club japonais. Et pour en parler, on accueille Johan Guinch, agent de joueur français basé au Japon. Salut Johan. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Merci d'être avec nous depuis Tokyo et on accueille également Kylian que vous pouvez lire sur X avec les comptes Lucarne Opposé et Fausse Touche, spécialiste du foot asiatique et notamment japonais. Salut Kylian. Salut à tous, merci pour l'invitation. On va donc parler des Urawa Red Diamonds, le club japonais qui s'est qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs grâce à sa victoire lors de la Ligue des champions asiatiques en 2022. Urawa, Kylian, c'est un des clubs finalement qui a plus gagné sur la scène continentale que sur la scène japonaise en réalité. Effectivement, Urawa, c'est quand même 3 titres d'Asian Champions League, c'est le co-deuxième club à en avoir gagné le plus. Il y a aussi eu une finale perdue en 2019 et notamment du coup sur les 2 de ces 3 titres face au même adversaire qui était Al Hilal, qui sera aussi à la Coupe du Monde des clubs. Donc même si on a peut-être peu de chance de les voir s'affronter, c'est quand même une rivalité qui s'est formée en Asie. Johan, vu du Japon, c'est logique que ce soit Urawa qui représente le pays à la Coupe du Monde des clubs ? C'est logique d'un point de vue de la structure et de l'importance qu'a le club dans le foot japonais. C'est le club qui a le plus de budget, qui a eu vraiment des plus grandes stars du football japonais qui ont porté leurs couleurs. C'est logique de ce point de vue-là et aussi du fait que c'est quand même un des clubs qui a toujours porté haut les couleurs du Japon sur la scène internationale, notamment les 3 victoires en Coupe d'Asie, en Champions League asiatique. Alors dans cette Coupe du Monde des clubs, Urawa sera dans le groupe E, le groupe avec River Plate, avec l'Inter Milan et avec les Mexicains de Monterrey, avec des matchs les 17, les 21 et les 25 juin. Kylian, on peut se dire que ça va être compliqué quand même la qualification parce que c'est un des groupes les plus relevés de la compétition, hein. Effectivement, groupe très relevé et puis surtout une équipe qui n'est pas forcément très en forme en ce moment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler du coup après, mais effectivement seulement 2 victoires sur les 7 derniers matchs en championnat, donc c'est pas idéal pour attaquer la Coupe du Monde des clubs. Johan, c'est un tirage difficile pour cette équipe d'Urawa. Est-ce qu'au Japon, on ambitionne quand même la qualification pour la phase finale ? On l'ambitionne, oui. C'est une équipe qui a été pas mal restructurée sur les 2-3 dernières saisons. Il y a quand même une signature très importante encore cet hiver. C'est un club qui, sur la scène japonaise, devrait prétendre tous les jours à un top 3. Donc il y a vraiment de la qualité au niveau personnel, au niveau individuel, au niveau des joueurs. Après, ils ne se font pas non plus d'illusions. Ils savent que contre l'Inter, ça va être très difficile. Et en fait, tout va dépendre de leur entrée en matière contre River Plate. Mais on y croit déjà du côté des supporters d'Urawa. Et puis, au niveau de la solidité de l'équipe à l'heure actuelle, beaucoup de personnes pensent que ça sera quand même difficile pour River Plate et Monterrey de pouvoir les sortir facilement. Donc, je ne dis pas qu'ils seront qualifiés forcément, mais ils auront leur chance, quoi qu'il arrive. On voit d'ailleurs sur ces images-là les supporters d'Urawa Red Diamonds. C'est le club le plus populaire au Japon et il y a une vraie ferveur des supporters, Johan, c'est ça, hein ? Ouais, on a tendance à le présenter comme le club le plus proche des clubs européens en termes d'atmosphère, en termes de passion. C'est vraiment un club spécial avec quelques débordements de temps en temps, mais ça reste des débordements japonais, donc pas des vrais débordements comme nous on a l'habitude d'en voir. Mais voilà, il y a vraiment une ferveur qui est très importante et ils sont reconnus nationalement pour être le club le plus chaud du Japon. C'est quoi un débordement japonais, Johan ? Alors, je ne voudrais pas en rigoler, mais c'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu un vrai problème lors d'un match contre Nagoya où un de leurs supporters qui était un peu trop excité est allé directement dans les tribunes pour en venir aux mains avec les supporters de Nagoya qui étaient un peu les rivaux.
voilà, ça reste quand même. Il y a des fois, de temps en temps, quelques tifos, quelques petites bannières qui sont un petit peu politiquement incorrectes, on va dire. Mais ça reste, voilà, on n'est pas dans du hooliganisme qu'on a pu le connaître en Europe il y a encore une vingtaine d'années. Ouais, effectivement. Le club, dans la J-League, cette saison est troisième du classement, à 6 points du leader Kashima Antlers, si je me trompe pas. Kylian, tu le disais, c'est pas une équipe qui est en forme en ce moment, hein. C'est ça, puis par rapport à Kashima, c'est une équipe qui a aussi 2 matchs en avance, qui a même 3 matchs en avance sur ses concurrents, notamment Hiroshima, Kobe et Kawasaki, qui sont juste derrière au classement. Donc ça fait aussi nuancer leur position au classement. Et puis surtout, c'est une équipe qui est très en méforme depuis un peu plus d'un mois. Donc Compliqué effectivement dans ces conditions, Johan, d'avoir peut-être des ambitions. Comment tu expliques la mauvaise passe actuelle? C'est seulement 2 victoires en 7 matchs depuis le début du mois de mai? Oh, il y a pas mal de facteurs, je pense, qui rentrent en compte. Déjà, les joueurs ont vraiment l'idée de la Coupe du Monde devant eux. C'est vraiment quelque chose de très important pour eux, hein, cette année. C'est un objectif vraiment très important d'y être et de bien y figurer. Donc, je pense que ça trotte déjà un peu dans les têtes. Après, il y a eu un remaniement un peu tactique avec la reprise en main de Maciej Skorcia, l'entraîneur, l'année dernière, où il a très axé la refonte de l'effectif sur le côté défensif. Donc on a eu, en termes de fond de jeu, c'est un peu mieux que ce qui se passait l'année dernière. Par contre, il manque toujours quelque chose au niveau de l'animation offensive. Ils ont eu beaucoup de mal à récupérer un numéro 9. Et l'animation offensive reste encore un peu il reste encore quelque chose à faire de ce côté-là. Après, en termes d'équilibre d'équipe, ça tient beaucoup plus mieux la route que ça tenait la route en fin d'année dernière ou en début d'année. On va parler des joueurs dans quelques instants, mais un mot également sur l'histoire de ce club d'Urawa. C'est un club historique de la J-League, un des 10 clubs fondateurs de la première division de l'élite du football japonais. C'est aussi un club d'entreprise et c'est un petit peu quelque part la particularité de tous ces clubs au Japon, Johan, c'est qu'ils ont souvent appartenu à un mastodonte industriel. En l'occurrence, là pour Urawa, c'était Mitsubishi, hein, c'est ça? C'est toujours Mitsubishi, ouais. Mitsubishi, c'est une des plus grosses sociétés japonaises, ce qu'on appelle une ancienne zaibatsu, c'est-à-dire vraiment un conglomérat d'entreprises. Donc voilà, ils ont été là depuis le début. Ils sont toujours en charge du club et ils sont très investis aussi dans tout le côté, que ce soit commercial, mais même le développement du club à l'international. Donc c'est vraiment on va dire, dans le foot japonais, qui est un football qui est basé sur ces modèles économiques, c'est vraiment la représentation même du club japonais par excellence. Kylian, toi, quel est ton regard sur la place d'Urawa dans le football japonais, toi qui suis régulièrement donc l'actualité du foot japonais? Bah, Urawa, pour moi, c'est vraiment un club qui est nécessaire en J-League, même au-delà de ça, qui est reconnu comme un des clubs les majeurs à l'international et même au sein du pays. C'est-à-dire qu'on s'imagine pas du tout une J-League sans Urawa à l'heure actuelle. Après, voilà, globalement. Comment on explique, Johan, que c'est un club qui est plus gagné au Japon, de Champions League par exemple, si on regarde le palmarès, on en a parlé, donc 3 Ligues des Champions asiatiques, une seule J-League dans l'histoire. Finalement, ça paraît assez peu pour un club aussi important et aussi majeur du Japon. Alors, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'on peut déjà dire il y a l'identité du club en elle-même. Je pense que c'est vraiment un club de coupe et ça a toujours été structuré de cette façon. C'est-à-dire, on prend les meilleurs joueurs avec les meilleures prétentions salariales. Et voilà, l'objectif, c'est de gagner. Donc, ça a toujours été un club qui a été dans cet objectif de gagner à tout prix. Et ça a beaucoup marché sur les rencontres directes, notamment que ce soit les LDC asiatiques ou la Coupe de l'Empereur ou la Coupe de la Ligue. Après, je pense aussi on est dans une J-League qui a toujours été une ligue très homogène et elle l'est encore. Et c'est très compliqué de gagner plusieurs championnats, que ce soit à la suite, même quand on a une génération dorée, parce que il y a vraiment une compétition farouche en J-League et les clubs sont très homogènes au niveau du niveau. Donc Urawa a eu pas mal de saisons où ils ont fini deuxième, où ils ont fini troisième, où ça s'est pas bien terminé sur les 2, 3, 4 derniers matchs et ils n'ont pas eu le titre, mais ils ont souvent été aussi à la course pour le titre.
Ça donnait quoi leur participation récente à la Coupe du Monde des clubs, Kylian et Johan Urawa? Il y a eu quelques participations, mais pas de coup d'éclat? En 2007, si, il y a eu une 3e place. La même année où ils remportent l'Asian Champions League pour la première fois d'ailleurs. Et récemment, il y a eu quelques épopées intéressantes. Pour le coup, Urawa, c'est quand même une équipe qui a plutôt montré de belles choses et apporté beaucoup de regards positifs sur le football japonais, on va dire, sur la dernière Coupe du Monde des clubs. Johan? Oh, je j'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, après, ils ont fait avec leur force et puis il n'y a pas eu énormément de clubs japonais qui ont vraiment brillé, de manière durable dans ces compétitions internationales. C'est toujours un peu compliqué de passer le niveau, de la J-League pour le niveau international. Mais voilà, ça a toujours été un club qui au moins a fait honneur, au football japonais, dans les compétitions internationales. Quand on voit les résultats du Japon qui sont de plus en plus performants sur la scène internationale et notamment durant les Coupes du Monde, est-ce que ça porte aussi les clubs locaux, Johan? Ça porte, oui, alors déjà, il y a eu beaucoup de revenus indirects de la participation d'Urawa, que ce soit l'ouverture, du marché des transferts, qui a été permise grâce à la participation d'Urawa, et puis pas mal de choses qui ont été faites, en commun avec la J-League d'ailleurs, pour vraiment, leur donner vraiment le support nécessaire pour représenter le pays. Donc il y a pas, on va pas dire que tout le Japon est derrière Urawa pour bien figurer à la Coupe du monde des clubs, mais il y a quand même une sorte d'enthousiasme, de la part de tout le football japonais pour Urawa dans cette compétition. Après, d'effets directs sur les joueurs, par exemple des joueurs qui seraient prêts à revenir au Japon. Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça, des joueurs qui seraient prêts à revenir au Japon pour participer à la Coupe avec Urawa. Ça a été évoqué. Ça n'est pas arrivé malheureusement parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a pas eu de choses concrètes de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour l'image du football japonais, c'est quelque chose qui est très important. Et pour des jeunes joueurs, de pouvoir avoir la chance de jouer contre ce type d'équipe, avec le monde qui vous regarde, c'est vrai que c'est une occasion, exceptionnelle. Vous restez avec nous dans quelques secondes. On revient dans l'After Coupe du Monde pour parler de la star et des joueurs d'Urawa Red Diamonds. On est de retour dans l'After Coupe du Monde. On consacre donc cet épisode à Urawa Red Diamonds, le représentant japonais de cette compétition que l'on vivra donc sur RMC. On est toujours avec Johan Guinch, agent de joueurs français basé au Japon, et avec Kylian, que vous pouvez lire sur X, les comptes Lucarne Opposé et Fausse Touche, spécialiste du football japonais. Un petit mot, messieurs, sur les joueurs du passé, les joueurs de légende. On va dire un mot dans un instant du gardien emblématique d'Urawa. Mais d'abord, c'est un club qui a beaucoup fait appel aussi à des stars étrangères à une époque où il fallait se faire connaître, Johan. Je pense notamment aux Allemands, Michael Rummenigge, Guido Burwald, Uwe Rahn, et puis il y a même Basile Boli qui a joué à Urawa il y a quelques années. Ah oui, oui, Basile Boli, et puis c'est un club qui a toujours eu une fenêtre d'ouverture sur le monde et qui a reçu, on va dire, les plus grandes stars internationales, qui ont joué dans le championnat japonais. Je pense que on va dire la vraie présence internationale, le vrai joueur, mythique, d'Urawa au niveau international, je pense que c'est Guido Buchwald, parce il a aussi été vraiment impliqué, dans son après-carrière avec le club. Il a gardé des rapports très importants qui ont fait que le club d'Urawa maintenant a des partenariats avec des clubs, européens, donc Francfort et les Feyenoord Rotterdam. Mais il y a eu aussi des grandes stars japonaises qui ont été, Makoto Hasebe, par exemple. On a eu Yuki Abe, on a eu, Shinji Ono. Donc voilà, c'est vraiment un club qui est connu pour avoir reçu, les plus grandes stars étrangères et japonaises. Ouais, et Hiroki Sakai, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Wataru Endo également sont passés par Urawa. Et puis on parlait des Allemands, je vous conseille l'excellent podcast sur les explications de la présence importante de joueurs japonais en Bundesliga qu'on avait évoqué dans l'After Allemagne avec toi, Johan, et avec également Polo Breitner. C'est disponible évidemment en téléchargement. La star aujourd'hui, on va dire le joueur de légende, plutôt, c'est Shusaku Nishikawa, Kylian, gardien de 38 ans, gardien emblématique, j'ai envie de dire, de cette équipe d'Urawa. Oui, gardien emblématique qui a fait, voilà, qui a enchaîné les années de J-League à un niveau absolument fabuleux, qui encore cette année est un des meilleurs joueurs d'Urawa, encore récemment décisif
sur les derniers matchs, même quand son équipe elle va moins bien, il est quand même important. C'est quand même un gardien qui a eu quand même beaucoup de concurrence ces dernières années, notamment je pense à Zion Suzuki qu'on voit maintenant du côté de l'Italie et qui n'a jamais réussi à s'imposer parce que Nishikawa, on va dire l'ancien, est encore là et globalement ça sera un des joueurs majeurs à surveiller pour Urawa pour cette Coupe du Monde des clubs. Il est au club depuis janvier 2014, 500 matchs avec Urawa. Quelle est sa place dans l'histoire de ce club, Johan ? Bon, je pense que je dirais pas des mots trop grands en disant que c'est une légende. C'est le pilier de l'équipe, c'est la légende de l'équipe. Et en plus, il a le caractère qui va avec, vraiment quelqu'un qui a c'est pas une grande gueule, mais c'est quelqu'un qui vraiment a un charisme spécial. Et il est la représentation de l'équipe de l'Awa sur les 15 dernières années. C'est vraiment le pilier de l'équipe. 31 sélections avec le Japon. En revanche, c'est pas un joueur qui a été titulaire lors des plus grandes compétitions internationales. Il était remplaçant durant la Coupe du Monde 2014. Comment on explique ce décalage entre le statut qu'il a en club avec Urawa et peut-être l'absence de reconnaissance en sélection japonaise avec les Samouraïs ? Alors, très, très simplement, déjà, même c'est ce qui se passe en ce moment à l'heure actuelle au Japon, c'est-à-dire que il faut jouer à l'étranger pour pouvoir être sûr d'avoir sa place dans le 11 titulaire de l'équipe nationale. Ça, c'est une chose qui existait un peu moins avant, mais qui existe à l'heure actuelle. Le problème, c'est il a eu sur son chemin des gardiens qui sont d'une qualité aussi très grande. Il y a eu Eiji Kawashima qui est passé par l'Europe. Il y a eu entre-temps Gonda qui a été un gardien très bon sur les quelques années après Coupe du Monde. Voilà, il a eu quelques gardiens sur son chemin qui lui ont barré la route, mais en termes de qualité pure et aussi de présence dans l'effectif, parce que c'est important à ce poste, il aurait mérité d'avoir peut-être plus de sélections à son actif. Alors la star de l'équipe, elle a été recrutée cet hiver. C'est un Brésilien de 28 ans qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer ailier. Matheus Savio. Kylian, tu as pu le voir jouer cette saison. Qu'est-ce que tu penses de ce Matheus Savio ? C'est un joueur qu'on connaît depuis quelques années en J-League, notamment du côté de Kashiwa Reysol, qui a été donc recruté cet hiver. C'est un joueur qui a mis un petit peu de temps à s'adapter au début, qu'on attendait peut-être beaucoup directement, et qui a mis un peu de temps à vraiment trouver son niveau de Kashiwa, où il était vraiment au-dessus de tout le monde, même en J-League. Là, il commence vraiment à s'imposer comme le leader offensif du jeu de Scorza. C'est un joueur très très fin, balle au pied, très très intelligent, avec une très belle vista, notamment dans la surface. C'est un joueur très très important, même indispensable actuellement à l'attaque d'Urawa. Pour compléter ce que dit Kylian, Johan, qu'est-ce qu'on peut dire de son profil à Matheus Savio, de son importance dans le système d'Urawa ? Alors, déjà, il a un très bel extérieur du pied. Et ça, je crois que vous allez le voir parce que c'est vraiment son gimmick Meilleur que Modric ? particulier. Il joue tout. Ah, oh, on va se calmer un petit peu. Mais bon, non, ça reste vraiment. Il a une qualité de technique qui est très importante, au-dessus de la moyenne et même c'est le top au Japon. Après, je pense qu'au plus haut niveau, contre des équipes comme l'Inter, par exemple, au niveau physique, et le challenge physique, au niveau de la vivacité et de la rapidité, il y aura peut-être des petites lacunes, mais ça reste un joueur de très bon calibre au Japon. De savoir s'il va vraiment percer, exploser, je pense qu'ils vont surtout jouer défensif d'abord et assurer une bonne organisation. Mais je pense que sur des contre-attaques, par exemple, il peut trouver des passes et des lignes de passes très intéressantes pour là, ouais, ça peut être intéressant. Johan, c'est quoi son parcours à Matheus Savio ? Il n'a jamais eu d'expérience en Europe ? Alors non, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il était au Brésil. Je veux pas dire je veux pas dire de bêtises. Désolé, je te mets dans une position délicate. Ce que je sais. Ouais, j'ai pas regardé tout. Je pense qu'il avait fait un prêt à une époque. Oui, voilà, il avait fait un prêt à Estoril. Il avait fait un prêt à Estoril, mais bon, ça n'avait pas été convaincant. Il était retourné au Brésil et de Flamengo, il avait été recruté par Kashiwa, donc qui est l'autre club à côté de Tokyo, dans la région de Chiba.
Et c'est là où Kashima, il a vraiment éclos, il s'est épanoui pleinement. Dans un milieu, dans un système de jeu encore qui était un peu hybride parce que Kashiwa est une équipe qui n'avait pas forcément une identité de jeu très précise. Il y avait beaucoup de contre-attaques lors de sa première année. Mais voilà, c'est un joueur qui peu importe ce qu'il a autour de lui et l'animation qui est prévue et le style de jeu, c'est un joueur qui apporte toujours sa touche et qui au final arrive à être décisive. Alors, peut-être moins au niveau des buts, mais en tout cas au niveau des passes décisives, au niveau des passes laser, c'est vraiment un joueur qui peut compter dans n'importe quelle équipe dans laquelle il est. Et il va donc pouvoir compter sur un renfort pour cette Coupe du Monde des clubs parce que Urawa, comme de nombreux clubs, cherche à se renforcer pour cette compétition nouvelle formule avec 32 équipes. Et Johan, tu représentes un joueur qui va donc signer dans le club d'Urawa et tu peux nous donner son nom et nous parler un petit peu de ce joueur parce que c'est une sacrée recrue quand même pour Urawa. Ouais, alors il a signé hier, jeudi, ça a été annoncé. C'est Hiro Komori, donc c'est l'ancien joueur qui était à Chiba, donc en deuxième division l'année dernière. Et donc il a été meilleur buteur, meilleur joueur dans l'équipe type de la deuxième division japonaise. Alors Hiro, il est parti, il a fait un prêt de 6 mois à Saint-Tron au mois de janvier. Quelques problèmes parce que Saint-Tron n'était pas dans une position confortable à ce moment-là, donc il n'a pas énormément joué et il est revenu cet été pour pouvoir faire le jump en première division japonaise et c'est là où Urawa a recherché un attaquant absolument. Il jouait jusqu'ici avec Matsuo en pointe, Matsuo qui est plus un ailier gauche à la base. Et il voulait absolument un attaquant, un numéro 9, quelqu'un qui est dans la surface qui peut marquer des buts, et c'est ce que Hiro sait faire, donc tout combinait bien. Donc voilà, il a rejoint Urawa hier. Et il va avoir l'occasion de se montrer sur la scène internationale. Tu es surpris, Kylian, de voir Komori signer à Urawa ? C'est une bonne pioche ? Ah, c'est une très très bonne pioche. Oui, c'est un joueur que j'aurais aimé, on va dire, voir rester au Japon après sa très très grosse saison du côté du GEF United en J2. Maintenant, oui, peut-être quelque part, on sait que la plupart des joueurs japonais ont quand même pour ambition d'aller en Europe, donc peut-être que pour lui c'est un retour pour mieux y revenir. Mais en tout cas, on espère que ça va bien marcher pour lui parce que c'est clairement peut-être un attaquant qui pourra un jour, on va dire, essayer d'intégrer vraiment la sélection japonaise. On en a dit un petit mot déjà, mais l'entraîneur est donc polonais, l'entraîneur d'Urawa Red Diamonds, il s'appelle Maciej Skorza. Il a 53 ans, c'est son deuxième passage avec ce club d'Urawa. Lors de son premier passage, il était resté une saison entre novembre 2022 et novembre 2023. Il avait eu le temps de gagner donc la Champions League asiatique en 2022. Il avait mené le club à la 4e place du classement de J-League. Il est revenu donc l'été dernier sur le banc. Il est passé par le Legia Varsovie, par le Lech Poznan, avec qui il a remporté des titres, on peut le voir à l'écran. Johan, c'est quel type d'entraîneur Skorza ? Quelle est sa philosophie de jeu ? Alors, bon, je dirais que c'est un type d'entraîneur orthodoxe. Il pose les bases défensives d'abord quand il veut créer son équipe et quand il est revenu pour la deuxième fois en fin d'année l'année dernière, il a vraiment orienté toute la fin de sa saison sur la réorganisation défensive de son équipe. Donc c'est un entraîneur qui est, on va dire, plutôt conservateur dans son approche du jeu, qui laisse pas mal de liberté aux attaquants et qui leur donne vraiment la possibilité de pouvoir s'exprimer pleinement. Mais voilà, ça reste quand même un joueur, un entraîneur qui a ses idées sur son équipe. Il joue en 4-2-3-1 dans un système qui est assez, on va dire, somme toute banal quand on voit ce qui se fait tactiquement dans le monde à l'heure actuelle. Kylian, d'accord avec Johan, c'est pas un précurseur, quoi. Il va pas inventer quelque chose d'un point de vue tactique. Non, c'est ça totalement, notamment sur la liberté offensive. On l'a vu notamment début de saison où avec les nouvelles recrues, il y avait beaucoup de difficultés offensives du côté d'Urawa. Puis ensuite, il y a eu une bonne série qui a enclenché la machine et qui les a fait remonter au classement. Mais oui, effectivement, c'est un entraîneur qui révolutionne rien. Qu'on peut voir dans d'autres clubs en J-League, mais bon, apparemment il a bien le soutien de ses joueurs, donc voilà. Et au final, les résultats sont quand même plutôt satisfaisants malgré tout.
Ouais, effectivement, ça a l'air de marcher donc avec Maciej Skorza. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Urawa Red Diamonds. On vous rappelle donc le groupe E dans cette Coupe du Monde des clubs avec comme adversaire River Plate, l'Inter Milan et Monterrey. Ce sera compliqué pour les Japonais de sortir de ce groupe, mais ce sera passionnant et ce sera à vivre évidemment sur RMC et sur DAZN également, la Coupe du Monde des clubs. Merci beaucoup Johan, merci Kylian et on se retrouve très vite, à très bientôt pour un nouvel after évidemment. Salut, à bientôt. RMC, After Coupe du Monde des clubs.